Bonjour à tous, déjà ça le son fonctionne. Merci pour votre présence ce midi. Bienvenue à cette première conférence, comme vous l'avez indiqué devant vous, qui s'appelle Parole de nos dirigeants. Alors c'est un nouveau cycle de conférences exclusif au DNCA, où on va recevoir un certain nombre de personnalités, de dirigeants du monde de l'entreprise, qui vont venir nous partager pendant une heure leurs sentiments, leurs avis, leurs valeurs, et aussi leurs convictions sur le monde de l'entreprise tel qu'il est indiqué ici, en 2050. Mais on a le droit aussi de parler avant 2050. Ça va se passer en deux étapes. Une première étape avec un échange avec notre invité du jour, pendant quelques minutes, une vingtaine de minutes. Et puis surtout après, il y a un échange entre vous, entre nous, étudiants, alumni, professeurs, collaborateurs et partenaires de l'ENSIA. Voilà, toutes les questions sont possibles. Pas de sujet tabou, on l'avait dit avec Thierry. Et justement, en fait, quand on a réfléchi à qui on pouvait inviter pour cette première, le nom de Thierry est arrivé assez vite. Puisque Thierry, c'est un DRH que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, qui est en tout cas un DRH qui est important pour ses pairs dans la fonction et dans le monde de l'entreprise. Il nous paraissait intéressant que ça soit notre premier invité, donc je vous demande d'accueillir chaleureusement Thierry Baril. Juste avant de commencer Thierry, je crois qu'on a une petite vidéo pour, non pas présenter Airbus, mais en tout cas parler d'Airbus. Et après on enchaîne juste derrière. Que je n'ai pas vu d'ailleurs. Et tu n'as pas vu, donc. There are countless planets in the known universe. And yet Earth is the only one we know of that can support and sustain life. It is a magnificent outlier in an infinite cosmos. The world is a beautiful place. Its people, environment, and spirit need to be protected, united, and sustained. And we, at Airbus, have a part to play. It's a responsibility that impels us to push boundaries, to build a better world for today and tomorrow, to help the world's nations and communities protect their citizens and values, and defend their strategic interests, to keep up the pace of positive, sustainable change, and to bring our beautiful world and its people closer together. All this and more will be made possible through our purpose: to pioneer sustainable aerospace for a safe and united world. The world is a beautiful place. Pioneering sustainable aerospace will help keep it that way. Voilà. C'est un bon choix. C'est un bon choix? Ça te plaît? Dans les multiples vidéos d'Airbus, c'est un bon choix. Bon, super. Bonjour à tous. Je te propose de commencer. Oui, merci de m'accueillir. Je me sens un peu intimidé, vous verrez, je suis un garçon très discret qui parle peu. Bien sûr. Alors, en fait, avant de commencer, peut-être préciser aujourd'hui Airbus en quelques chiffres, et puis après on parlera de toi, à ton parcours, et puis surtout ce que tu penses de la suite. D'accord. Alors je pense que vous connaissez tous le nom d'Airbus, j'espère. Airbus, c'est une marque, je disais, on a rencontré pendant le déjeuner deux personnes, deux autres étudiants de la junior entreprise. Je leur disais, finalement, Airbus est rentré dans le vocabulaire courant. C'est un terme générique quand on a envie de parler de construction européenne. On parle de l'Airbus du rail, on parle de l'Airbus de la chimie, de la pharmacie, de l'Airbus du ciment. Et en fait, il y a une entreprise qui a réussi cette intégration européenne, c'est Airbus, la vraie Airbus, qui est une société européenne très internationale, qui représente un peu plus de 60 milliards de chiffre d'affaires, 155 000 personnes, une présence sur tous les continents, je ne sais même plus le nombre de pays dans lesquels on opère, une société très internationale mais avec des racines européennes extrêmement importantes et historiques, puisqu'il y a un peu plus de 20 ans, alors qu'Airbus existait déjà, un certain nombre de pays ont décidé d'apporter l'ensemble de leurs compétences dans le domaine de l'aéronautique, de la défense et du spatial pour créer l'Airbus d'aujourd'hui, dont j'ai la chance d'être le DRH. Encore pour quelques mois, puisque j'arrêterai ma responsabilité de DRH du groupe à la fin du mois de mars,
Et je vais être succédé par une personne qui s'appelle Carmen Rex, à laquelle je vais pouvoir donner le bâton après tant d'années. J'ai passé 22 ans chez Airbus et 22 ans dans les hélicoptères, dans les avions commerciaux, au niveau du groupe. Et je suis le DRH du groupe depuis 2012, donc 13 ans. Ce qui est dans notre groupe un peu un record de longévité. Je suis le plus ancien du comité exécutif. Donc à un moment donné, il faut savoir laisser la place aux jeunes. Voilà. Alors peut-être sur ton parcours, avant Airbus, il s'est passé aussi, tu n'as pas fait toute ta carrière au sein d'Airbus. Avant Airbus, Alors avant Airbus, diplômé aussi d'une école de management, mais ce n'était pas Audencia à l'époque. On est fin des années 80, je suis diplômé de l'IGS, l'Institut de gestion sociale, à une époque où l'humain, on en parlait, mais c'était encore extrêmement abstrait. Même si je considère qu'aujourd'hui, ça peut encore être un peu abstrait de s'occuper de l'humain en fait au quotidien. Moi, j'en ai fait une passion pour toute une vie. J'ai eu la chance de travailler dans des merveilleuses entreprises, toujours dans le domaine de l'industrie. J'ai toujours été dans l'industrie. Beaucoup dans le domaine de l'énergie, chez Alstom ou chez General Electric. Et puis dans le domaine aérospace, chez Alcatel Space et chez Airbus, donc depuis 2003, comme je vous le disais. Voilà, c'est ça en fait mon parcours en quelques mots. et si je peux rajouter quelque chose, chevalier de l'Ordre national du mérite en 2007, élu au grade de chevalier de la Légion d'honneur, et puis en 2013, élu DRH de l'année par ses pairs, prix organisé à l'époque par le cabinet de recrutement Hudson et Bon Figaro. Et je sais que pour toi, c'était aussi, ce sont des moments importants. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, quand on est DRH d'une société, d'un groupe comme Airbus, à quoi on pense? Qu'est-ce qu'on imagine justement quand on voit ce titre, qui est l'entreprise à 2050? On se rend compte déjà de la responsabilité qu'est la nôtre, puisque le domaine d'activité dans lequel nous intervenons emploie à peu près 87 millions de personnes dans le monde. Et c'est vrai que personne n'a en fait cette image. C'est une activité qui est donc mondiale. On pense tous aux grands groupes qui apparaissent sur le devant de la scène, mais il y a énormément d'entreprises derrière. Les grands groupes que vous connaissez normalement, c'est Airbus et B. Parce que je ne cite pas B, mais je suis sûr que vous connaissez tous B. D'ailleurs, Airbus commence par un A, donc est devant, c'est normal. Et aujourd'hui, c'est le cas. Mais ça ne fait que quelques années, puisque avec Boeing, en fait, on se tire la bourre depuis quand même pas mal de décennies. Et on a beaucoup de respect pour Boeing, puisqu'on n'oublie pas qu'il y a 50 ans, quand Airbus est né, je n'y étais pas, Airbus était une start-up, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir cette capacité d'avoir pu, dans des domaines aussi stratégiques et aussi technologiques, pu construire les capacités que nous avons pu construire, qui emploient autant de personnes dans le monde et qui, au-delà de ça, animent une philosophie qui est la nôtre tous les jours, c'est déjà de connecter les humains, puisque nous sommes dans le domaine du transport, mais pas uniquement. Quand on est dans le domaine de la défense, et parfois ça fait un petit peu réagir, parce qu'on dit oui, mais travailler pour une entreprise de la défense, il y a des missiles, il y a des avions, il y a des chasseurs. Et en même temps, quand on voit les évolutions du monde, d'un point de vue géopolitique, je pense qu'on est quand même assez fiers d'avoir des contributions qui permettent aussi de préserver des populations et des communautés. Donc c'est ça qui nous anime tous les jours, c'est de se dire que derrière notre activité qui est extrêmement technique et industrielle, on a une contribution sociétale qui est énorme. Et c'est une contribution basée avant tout sur le fait de rester des pionniers pour toujours aller plus loin, toujours préparer l'avenir, et c'est un peu le thème de l'échange d'aujourd'hui. Et de se projeter dans l'avenir, c'est de toute façon la caractéristique de nos métiers, puisque nous ne sommes pas des métiers où nous pouvons développer, comme dans le domaine de la tech par exemple, des produits à obsolescence à 6 mois. Nous avons des cycles de développement sur nos produits qui sont de l'ordre plutôt de 10 ans. Et on a des durées de vie de produits qui sont plutôt de l'ordre de 40 ans. Si aujourd'hui vous voyagez dans un A320, l'A320 il a été designé il y a 40 ans. Donc il a beaucoup évolué, puisque bien évidemment on a fait du développement incrémental, mais c'est ça en fait qui nous anime tous les jours, c'est d'être des pionniers dans l'esprit, d'avoir cette capacité de connecter des humains tous les jours, et puis d'essayer d'avoir une contribution positive pour aussi protéger un petit peu cette planète, même si on est aussi beaucoup challengé, quand on parle de la préservation de la planète, sur le sujet de la sustainability, mais je suis sûr qu'on va en parler bien évidemment dans quelques minutes. Justement, en fait, sur l'anticipation et préparer l'entreprise de demain, sur des cycles longs comme tu l'évoques, comment on accompagne les équipes aujourd'hui d'Airbus? Comment on prépare les équipes d'Airbus à tous ces challenges, qu'on va évoquer effectivement le sujet de la transition notamment. Au-delà de ça, comment on fait
Comment on fait pour, dans un monde qu'on vit tous, qui est un monde de l'incertitude permanente, comment on fait pour amener les 155 000 collaborateurs du groupe à croire, à avoir du sens, parce que je sais que c'est aussi une valeur qui t'est chère. Comment on fait? C'est quoi la recette? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une recette. C'est un effort permanent, c'est du comique de répétition. On a la chance quand même d'être dans une activité où beaucoup de personnes qui nous rejoignent arrivent aussi avec une passion du vol. C'est vrai que voler, ça reste le rêve d'Icare, c'est toujours une aventure humaine. Et en fait, le ciel n'a pas de limite. Et n'oubliez pas que nous travaillons aussi dans le domaine spatial, donc pas uniquement dans l'aéronautique et les avions. Et c'est vrai que ça anime la motivation et l'engagement de beaucoup de personnes. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait nos enquêtes d'engagement, et on les fait très très régulièrement, le truc qui arrive en spot maximum, c'est ce niveau de fierté et de passion. Et ça, c'est vrai que ça facilite un petit peu la tâche. Peut-être qu'il y a d'autres entreprises où ce niveau de passion n'est pas au même niveau et que c'est un peu plus compliqué. Le deuxième élément, et on l'a vu se développer au fur et à mesure des années, c'est que plus on investit sur la compétence, mais plus on investit aussi sur le fait d'être herbusien. D'ailleurs, ça fait partie aussi d'un autre terme générique, on est herbusien. Ça veut dire beaucoup de choses en termes de responsabilité, en termes de valeur, en termes de façon de se comporter. Il y a un truc vraiment que tout le monde partage dans notre entreprise, c'est la dimension safety en fait. C'est-à-dire que si vous montez dans un avion, je pense que vous avez envie d'arriver à bon port. Et c'est ça notre responsabilité première. Et la responsabilité de la safety, elle anime aussi beaucoup de nos process. Et c'est souvent d'ailleurs pour ça que beaucoup de nos collègues nous disent c'est quand même vachement complexe, c'est quand même vachement lourd. Oui, mais on a énormément de process avec des redondances pour essayer de sécuriser au maximum tout ce que nous faisons, puisque tout ce que nous faisons en plus est certifié par rapport à d'autres domaines comme l'automobile par exemple. Vous changez une poignée, ça peut prendre des mois ou des années, parce qu'il faut tout recertifier. Et c'est vrai que ce niveau de safety, c'est aussi un des éléments du ciment en fait, de l'entreprise et des salariés. Et c'est vrai qu'on investit beaucoup d'argent sur la formation, sur le développement, et puis sur le leadership, sur la façon d'être dans des équipes, dans la façon de bosser ensemble, et sur la responsabilité des leaders, parce que je fais partie de ceux qui sont convaincus que c'est aussi ça qui fait la différence tous les jours. C'est d'avoir des gens qui se sentent responsables des équipes qu'ils gèrent, et qui génèrent au travers aussi du fonctionnement de l'équipe un mode de responsabilité commune, qui fait qu'il y a de la solidarité, il y a de la volonté de s'entraider, et il y a de la volonté de prendre en compte l'élément humain. Donc on a la prétention, de dire que nous sommes une entreprise qui est très human-centric. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui a fait sans doute un élément de force d'Airbus pendant des années. Avec un côté multiculturel aussi, forcément, puisque multiculturel, puisqu'aujourd'hui il y a combien de nationalités au sein d'Airbus? Alors on doit avoir à peu près maintenant 140 nationalités. Et c'est vrai qu'on est multiculturel de toute façon dans l'ADN, puisque Airbus est un mécano-industriel qui a, à partir déjà de l'Europe, débuté par le fait que nous étions amenés à construire des objets d'une énorme complexité par la contribution de différents pays, de différentes usines, de différents sites. D'ailleurs, nous sommes à Nantes là avec vous. Dans quelques heures, nous serons avec nos collègues de Nantes. Demain, avec nos collègues de Saint-Nazaire. Donc, on a 3 sites qui sont dans votre région. Et on en profite bien sûr pour aller les voir. C'est aussi ça la complexité d'une entreprise comme la nôtre. Et l'emblème d'Airbus, c'est le beluga. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous ce merveilleux oiseau, qui est unique, puisqu'il n'existe que chez Airbus. C'est un avion qu'on a construit en fait sur la base d'avions existants. Au début de l'A300 et maintenant c'est sur la base d'un A330. Et c'est vrai qu'en plus il a une tête de beluga, puisque nos salariés ont décidé de lui faire un sourire et des yeux de beluga, avec la belle bosse, en fait, qu'on lui connaît. Mais ça, c'est l'emblème de l'entreprise, puisque chaque jour, nous avons une flotte de 15 à 20 belugas selon leur maintenance, qui volent entre nos différents sites pour apporter, en fait, les différentes pièces, les différents composants, qui font qu'à la fin, on assemble un avion d'une complexité immense, quoi. L'impact aussi des nouvelles technologies, au fur et à mesure des années au sein du processus industriel. Forcément, quand on parle de nouvelles technologies, on pense intelligence artificielle. C'est aujourd'hui appréhendé comment au sein d'Airbus pour préparer justement l'entreprise du futur? C'est un sujet parmi d'autres sujets ou c'est le sujet? C'est un des grands sujets. C'est pas le sujet unique, mais c'est un des grands sujets. Alors là, on a un niveau d'humilité maximum parce que par rapport à beaucoup d'entreprises qui s'expriment sur le sujet, nous nous exprimons beaucoup moins. Donc on a tendance à penser qu'on est très en retard. Et en fait, la réalité n'est pas tout à fait vraie. Parce que vous ne l'avez peut-être pas en tête,
Mais les avions, aujourd'hui, sont des condensés d'intelligence artificielle, déjà, et depuis des années, en fait, depuis des années. Déjà, le développement d'un avion, le design d'un avion, se fait en maquette numérique depuis plus de 20 ans. Et je pense que nous avons été sans doute la première corporation capable de créer ce type d'objet à partir de données numériques, en fait. Donc partons déjà du digital et de la data. Et ensuite, sur l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas l'entreprise qui est la plus avancée, mais en fait, on n'est pas si mal que ça. Mais voilà, on reste très très humble. Nous, notre objectif, il est pas simplement, j'allais dire, de considérer que beaucoup de tâches transactionnelles, comme de l'invoicing, de la facturage, peuvent se faire de manière numérique. C'est déjà en fait le cas. Pour nous, ce qui est surtout important, c'est comment nous sommes capables de réduire au moins de 30% le temps de développement d'un nouvel appareil en utilisant justement l'intelligence artificielle. Mais là, c'est là qu'il y a parfois des limites, c'est que même si elle est très intelligente, l'intelligence artificielle, jusqu'à preuve du contraire, dans beaucoup de domaines technologiques, l'intelligence humaine est restée supérieure. Et pour nous, d'ailleurs, c'est important, parce que pour nous, ça ne peut être qu'une augmentation de l'humain et une facilitation de l'humain, et pas un remplacement de l'humain. En tous les cas, ça fait partie de notre philosophie aussi. Alors justement, si on parle de l'humain, pour l'entreprise du futur, selon toi, les compétences, ou les soft skills, ou les hard skills, qu'il faudrait que nos jeunes étudiants développent, continuent de développer, ou les actifs aujourd'hui, ce serait lesquels? Alors, elles sont propres quand même, je pense, à chaque domaine d'activité. C'est-à-dire que nous, on restera quand même très attachés à conserver des compétences qui sont propres à la création de nos produits et au fait de livrer ensuite des services qui soient adaptés à la création de nos produits. Donc, si je vous fais la liste de toutes les skills, on en a pour la journée, là, quand même. Parce qu'on a à peu près, je sais pas, entre 2000 et 3000 compétences qu'on suit en permanence comme l'huile sur le feu et qui nous permettent de passer depuis l'architecture, du design d'un appareil à tout ce qui va aller derrière en termes de systèmes, et quels que soient ces systèmes, ça peut être des systèmes informatiques embarqués et de l'intelligence artificielle, des systèmes électriques, des systèmes mécaniques. Les aérostructures, le fuselage, c'est également une science en soi. Toute la partie flight physique, parce que vous savez qu'en fait, tout sur Terre, en tous les cas, tout ce que nous avons su faire jusqu'à aujourd'hui est toujours limité par les capacités physiques. Et en fait, on essaye toujours de stretcher en fait, ces capacités physiques. Et la préparation du vol de demain nous amènera à stretcher encore plus finalement la limite physique qui nous a été imposée depuis des décennies par la connaissance humaine, en fait, en d'autres termes. Bon, etc. Je pourrais continuer sur toutes ces compétences. J'allais dire, il y en a une qui va tous nous faire nous retrouver. C'est juste la capacité de gérer des programmes, de gérer des projets, de savoir toujours intégrer dans les projets les bonnes compétences, de savoir un peu anticiper les compétences qui de toute façon évolueront et seront à la baisse. Il n'y en a pas tant que ça, je pense qu'on les connaît tous. Une fois qu'on a passé les compétences qui sont liées à des activités qui peuvent être des activités dites de support, quand on re-rentre, si je puis dire, dans le cœur de notre sujet, il y a quand même peu de compétences qui demain n'existeront plus. Parce que même configurer un avion, on pourrait dire aujourd'hui l'intelligence artificielle peut le faire, non, il faut toujours derrière de l'humain pour être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises à la fin. Parce qu'encore une fois, j'allais dire, l'interaction de tous les acteurs dans nos produits est telle, elle est tellement importante, elle implique tellement de personnes, il n'y a aucune personne qui est responsable d'une seule, enfin de la totalité en fait de l'output de l'entreprise, je cherche mes mots en français, du produit final qu'on va pouvoir en fait produire. C'est une somme de compétences qu'on pourra faire de travailler ensemble, et c'est une compétence commune, et c'est une compétence qui chez nous continuera de se développer. Et ce qu'on appelle vulgairement le soft, et qui est souvent décrié, parce qu'on dit le soft c'est quand même très soft, enfin c'est des sciences molles, en fait, c'est ce que disent les ingénieurs. En même temps, j'ai toujours expliqué à nos ingénieurs, je vous le disais tout à l'heure, que moi mon boulot c'était juste de leur greffer des capteurs sensoriels sous la peau pour que juste ils se rendent compte qu'au-delà de l'ensemble des outils qui étaient à leur disposition, il y avait des humains. J'espère sur des étudiants du parcours ingénieur-manager. Et si vous faites les deux, c'est parfait, parce que vous aurez la double compétence, justement. C'est parfait. En préparant ta venue, on a eu un échange et il y a quelques mots qui ont résonné. Dans les enjeux, justement, pour toi, dans les organisations, tu me parlais du courage managérial. Oui. On est dans une école de management. C'est quoi justement, qu'est-ce que tu entends par courage managérial et pourquoi c'est une attente aussi forte chez toi? Alors peut-être avant de répondre à cela,
et ça me permet de continuer sur le point précédent, c'est vrai que quel que soit le défi technique et technologique, on trouve toujours une solution. Quelle que soit la révolution industrielle, on trouve toujours des solutions. Le plus compliqué, c'est la dimension humaine. Et d'ailleurs, si je ramène ça dans notre vie de tous les jours, si vous interrogez les artisans qui interviennent chez vous, vous allez leur demander ce qui est le plus difficile dans leur boulot, ils vont vous dire mes employés, mes salariés. Donc on sait que ça reste de toute façon l'élément sur lequel on a besoin d'apprendre et on a besoin d'expérimenter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'improviser, même si on a un don extraordinaire, on ne peut pas s'improviser grand leader. Et pour être quelqu'un qui a cette capacité d'entraînement, parce qu'en fait c'est ça d'être un leader, c'est cette capacité d'entraînement, c'est le fait d'avoir une vision dans laquelle on arrive finalement à agglomérer l'ensemble des volontés autour de soi, c'est le fait d'avoir l'envie de donner envie. Et j'avais, dans une récente conférence, on avait chanté de Johnny Hallyday, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est de donner envie. C'est de donner du sens et c'est de galvaniser. Mais galvaniser, c'est pas à la portée de tout le monde, parce que si vous êtes quelqu'un de très introverti, on ne va pas vous retrouver debout sur une table en train d'arranger la foule. Et pourtant, il faut le faire. Peut-être différemment. Mais c'est ça, cette capacité d'entraînement. Et ça, sont des choses qu'on a peut-être intrinsèquement au fond de soi-même, dans son mode de fonctionnement naturel, très inné, mais ce sont aussi des choses qu'il faut apprendre. À une condition qui est quand même le minimum requis, c'est d'être courageux. Parce que le boulot de manager, c'est du courage et du courage. Tous les jours, on est devant des situations qui vont amener à devoir dire des choses, prendre une décision, donner de la direction, puisqu'on entraîne les autres, entraîner les autres dans la responsabilité, empouvoirer, un mot français qui n'existe pas. Non, c'est marrant d'ailleurs au passage, vous n'avez pas remarqué que empowerment n'existe pas en français. Donc ça fait partie des choses qu'on n'a pas su développer sans doute en France, on ne sait pas donner de la responsabilité. Mais la responsabilité, on va la donner à partir du moment où on va faire grandir, on va faire développer des gens dans cette prise de responsabilité. Et pour le faire, il va falloir donner du feedback. Et donner du feedback, c'est du courage. Et quand on a parfois des problèmes, on est devant des problèmes de performance, il faut savoir les adresser, et il faut les adresser de manière humaine, responsable. C'est du courage. C'est pas je fuis, je contourne, j'évite le truc, j'appelle le DRH, comme ça il fera le sale boulot, et moi je ne le fais pas en tant que manager, ce qui arrive tous les jours. Hein, je crois qu'on a quelques DRH. Mais voilà, et c'est pour ça que le courage managérial, c'est vraiment l'élément de base, et ça, personne ne peut l'apprendre à quiconque. On se l'apprend soi-même. On se l'apprend soi-même devant des situations. Moi, j'en ai fait un peu un combat. Et c'est vrai que tous les jours, chez Airbus, parce que le leadership est un sujet pour moi de passion, j'essaye d'aider l'ensemble de nos leaders et managers à être dans des situations qui peuvent être des situations parfois compliquées, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, et il n'y a pas que des gens adorables. Être capable, en fait, de prendre cette difficulté-là, de la gérer avec courage, avec toujours l'objectif finalement d'aider la personne à se développer, mais en pensant toujours quand même à la responsabilité de l'entreprise à la fin, quoi. Et ça, cette notion justement de courage managérial, c'est tu mets l'accent dessus parce que tu constates que ça se perd par rapport à tout ce que tu as vécu sur ta carrière professionnelle. C'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui s'est perdu. Enfin, c'est quoi ton regard par rapport à ça ? C'est quelque chose qui a eu en fait des phases d'évolution. C'est-à-dire que moi, comme je suis maintenant un vieux de la vieille, au début de ma carrière, le style de management, il était moyen quand même. Il était ultra directif. Le participatif, c'était quand même pas ce qu'on trouvait le plus dans les organisations. Et à la fin des années 80, justement, à l'époque des salles de qualité, il y a eu cette prise de conscience que quand même le management participatif pourrait apporter pas mal. Et puis on s'est rendu compte qu'à un moment donné, à force de trop lâcher, on perdait aussi le contrôle. Donc certains ont essayé quand même de trouver la solution au milieu. Et c'est de toute façon un mix entre les deux. Donc au fur et à mesure, j'allais dire, des époques, on se rend bien compte que, comme d'habitude, il ne faut pas être dans les extrêmes. Il faut essayer de donner le maximum de responsabilité, mais il ne faut pas pour autant lâcher sa responsabilité dite de accountability, qui est très très importante. Et quand vous êtes un manager qui a une responsabilité sur un tout, il faut assumer ce tout également. Là, plus récemment, c'est un sujet sur lequel personnellement je reviens, parce que l'évolution du monde actuel m'inquiète un peu par rapport à ça. Parce qu'il y a tout un tas de possibilités d'échapper en fait à son rôle de manager. D'abord parce que les gens sont planqués derrière des écrans, parce qu'on n'est plus dans la même communauté humaine et on n'a plus le même flux qui passe obligatoirement. Alors chez nous, c'est relativement limité parce qu'on reste une société très industrielle
Et donc, le travail hybride existe, mais il n'est pas à la portée de tout le monde, et il est relativement, j'allais dire, limité, en fait, finalement. Et on voit bien que lorsqu'on n'a pas les personnes ensemble dans leur co-créativité, dans leur co-décision, dans leur co-développement, dans leur co-innovation, c'est pas aussi performant que avoir une somme de personnes qui vont être connectées et qui vont parler en fait d'un sujet en pensant surtout à la réunion d'après sur laquelle ils doivent se reconnecter. Donc ça fait partie des choses qui m'inquiètent un peu, et puis d'une manière générale, l'évolution un peu sociétale, qui fait que on me parlait, moi, il y a 20 ans, de la déshumanisation du monde du travail. Donc, on a essayé de faire beaucoup de choses pour éviter que ça arrive. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie déshumanisation qui est beaucoup plus silencieuse et qui est beaucoup plus basée sur l'isolement et sur un côté très perso de personnes qui ne vont pas obligatoirement défendre le grand dessein. Or, je reviens à la première question. Pardon, je suis un peu long, Vincent, mais quand on parlait de qu'est-ce qui anime et qu'est-ce qui fait l'attractivité d'une entreprise comme Airbus, c'est la passion. Et ça ne peut marcher que s'il y a une passion commune. Donc voilà, il faut qu'on soit ensemble pour l'animer. Il faut qu'on ait envie de faire des choses ensemble et de faire, entre guillemets, des sacrifices communs. Et ne pas uniquement penser à sa petite personne. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je relance beaucoup ce sujet, parce que je pense qu'il y a du boulot là. Un autre sujet, justement lié à ces évolutions, c'est le sujet de la transition. Une entreprise comme Airbus est une des plus exposées, en tout cas challengée peut-être, mais tu vas nous dire. Comment on appréhende cet enjeu qui est à la fois pour l'entreprise, pour son évolution, l'évolution de son modèle économique, mais aussi sociétal, et qui peut-être parfois même la dépasse. Comment on fait aujourd'hui au sein d'Airbus pour appréhender cet enjeu majeur ? Alors, c'est vraiment un enjeu majeur, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, quand Vincent m'a parlé de cette conférence, il m'a parlé de l'imagination qu'on peut avoir de l'entreprise en 2050. Et je lui ai dit, 2050, c'est quand même vachement loin. D'ailleurs, remettez-vous, donc c'est dans 25 ans, remettez-vous 25 ans en arrière. Il y a 25 ans, personne n'aurait imaginé dans cette pièce qu'on aurait tous un énorme ordinateur dans notre poche. Ça s'appelle un smartphone. C'était il y a 25 ans, c'est pas si loin de ça, finalement. Personne n'avait imaginé qu'on vivrait les crises que l'on a pu vivre, les ruptures mondiales que l'on a vécues il y a quelques années, avec notamment une pandémie, les évolutions géopolitiques et tout ce que ça pourrait en fait impliquer en termes d'impact sur la vie de l'entreprise et sur le mode de fonctionnement de l'entreprise et sur son adaptation. Donc c'est toujours difficile. Après, s'il y a au moins un sujet chez nous sur lequel on peut mettre quelque chose en face de la date de 2050, c'est qu'on a plus que l'intention, l'ambition d'être net zéro en CO2, en émissions de CO2 en 2050. Voilà. Donc s'il y en a une, c'est celle-là. Et ça tombe bien parce que c'est exactement cette date. Et que bien évidemment, on a des jalons en fait à passer pour pouvoir atteindre cet objectif ultime qui consistera à faire voler, idéalement, des avions en 2050 qui n'auront plus d'émissions en fait de CO2. Et il nous reste 25 ans. Et en fait, c'est vachement long et c'est super court. C'est super court parce qu'aujourd'hui, la technologie qui est à notre disposition, que l'humain a été capable d'inventer, ne nous permet pas encore de le faire. Donc, bien sûr, on met tout en œuvre pour le préparer, et on est sur différents programmes de R&T, parce qu'on n'est pas encore vraiment dans le développement, on est encore dans la R&T, et on rentre dans la partie R&D actuellement, en travaillant sur des solutions basées sur de l'hydrogène, par exemple. Mais déjà, même si vous parlez d'hydrogène, vous avez différents types de technologies qui peuvent aller derrière l'hydrogène. Soit vous pouvez décider de faire de la combustion d'hydrogène, c'est une première voie. Donc on développe un démonstrateur qui irait dans cette direction. Et puis vous pouvez avoir une autre voie qui est d'utiliser en fait des fuel cells qui vous permettent de transformer l'hydrogène en fait en puissance électrique et d'alimenter des moteurs électriques. C'est une deuxième voie. Alors on peut dire facile. Ben non, pas facile du tout. Pas facile du tout parce que nous on doit faire décoller des trucs qui font plusieurs centaines de tonnes. Et que ce qu'on appelle le thrust, c'est-à-dire vraiment la poussée. Aujourd'hui, avec la technologie, par exemple, électrique qui est disponible, c'est pas possible. On peut faire voler des drones. Vous avez vu sur les images, là, tout à l'heure, un drone. Voilà, on le fait voler quelques minutes. Et on le fait pas voler très haut. Donc des petits drones, aucun problème. Plus ils sont gros, plus c'est conséquent. Et en fait, la taille, le poids est le premier élément qu'on doit prendre en compte. Et ensuite, c'est la distance. C'est-à-dire que normalement, un avion, c'est fait pour voler loin. Et donc, bien évidemment, l'autonomie de vol est un élément important. Donc aujourd'hui, on a cet objectif et en fait, on passe par différentes étapes. Et c'est pour ça que c'est un sujet majeur. En fait, c'est le sujet. Enfin, s'il y a un sujet chez nous, c'est un sujet tabou. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout, puisque je dis toujours, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui font. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent.
beaucoup de gens qui critiquent. Souvent, ceux qui critiquent ne font pas beaucoup. Et puis, il y a des gens plus silencieux qui sont... D'ailleurs, qu'on rejoint Airbus en se disant, je ne suis pas obligatoirement un passionné en fait, de l'aéronautique, mais là, j'ai trouvé une activité dans laquelle je peux avoir un impact positif. Oui, c'est ce que tu partageais aussi, c'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, il y a des recrutements de jeunes diplômés, en tout cas ou d'étudiants qui intègrent Airbus, qui effectivement viennent pour changer en fait, pour le sens, au changement. Pour le sens. Pour le sens. Parce que ça fait du sens de se dire que comme c'est un objectif prioritaire, il y a plein de choses à faire et que, encore une fois, plutôt qu'entendre les atermoiements qu'on peut entendre en permanence, de taxer, de mettre de la contrainte, il vaudrait mieux plutôt continuer de développer de l'énergie humaine financière. Et on le fait, puisque nous, notre R&D, ça représente entre 3 et 4 milliards par an, hein, c'est une pacotille, pour justement développer en fait les solutions de demain. Et ces solutions de demain vont passer par des briques technologiques qu'on est en train d'éprouver, mais qui aujourd'hui ne sont pas prêtes. Et donc il faut accepter que ça prenne du temps. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On renouvelle les flottes. Aujourd'hui, vous avez des avions moins, je ne peux pas dire ce mot polluant, parce que nous, on ne reconnaît pas le fait que nous soyons une entreprise polluante. On représente au niveau mondial, pas Airbus, l'ensemble de la corporation représente 2 à 3% selon les analyses des émissions de CO2 au niveau mondial. Et d'ailleurs, tout le monde a oublié qu'il y a 25 ans, on n'imaginait pas qu'on aurait tous un smartphone dans la poche. Et aujourd'hui, tout le monde ignore que le fait d'avoir un smartphone dans la poche représente bien plus que le transport aérien en termes d'émissions de CO2. Mais ça, je ferme les parenthèses. Donc nous, en fait, notre objectif, c'est de nous dire qu'est-ce qu'on fait d'ici là. Déjà, on remplace les avions. On met les avions, on propose à nos clients des avions de dernière technologie qui consomment énormément moins et qui ont déjà permis de faire baisser de 15 à 20% en fait, les émissions au cours des dernières années. Donc c'est pas rien, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est d'utiliser des carburants qui sont dits SAF. SAF qui veulent dire tout simplement Sustainable Fuels, donc qui sont en fait tout simplement des carburants bio dont on réduit en fait l'émission de CO2 de 80%. Et donc ça, d'ici 2030, on a l'objectif de pouvoir faire voler la totalité des flottes en fait avec ces carburants dits de synthèse. Et ensuite, c'est une fois qu'on aura non seulement renouvelé les flottes et utilisé ces carburants, c'est de commencer à mettre en place les nouvelles solutions qui seront basées sur d'autres technologies de propulsion et ainsi de suite, de telle façon qu'on arrive à 2050 au travers de ces jalons au net zéro qui est l'objectif. Voilà. Désolé si j'étais un peu long, mais ça nécessite un peu d'explication. Puis on aura peut-être d'autres questions sur le même thème tout à l'heure. Justement, pour conclure cette première partie, tu as devant toi des étudiants, des alumni. Qu'est-ce que tu attends justement d'un étudiant d'une école de management qui va rejoindre Airbus ou qui pourrait rejoindre Airbus dans les prochains mois, prochaines années? Qu'est-ce qu'Airbus attend de ces profils par rapport à, je vais dire, un flux de recrutement naturel que sont les écoles d'ingénieurs? Déjà, pas mal de compétences acquises dans les différents domaines qui sont quand même des domaines d'enseignement. Ou alors, il faut se reposer la question sur le monde éducatif en général. Donc, c'est vraiment le basique, c'est de se dire... Ça sera une deuxième table ronde. On accueille avec grand plaisir des compétences qui ont été construites dans le monde académique, avec, si possible, de plus en plus de perméabilité entre le monde opérationnel, si je puis dire, et le monde académique. Et c'est vrai qu'on a une entreprise comme la nôtre, mais c'est le cas de beaucoup de grandes entreprises, beaucoup de partenariats avec beaucoup d'écoles, pour quelque part mettre les étudiants le plus proche possible de la réalité de ce que nous sommes. Alors, pas beaucoup avec Audencia, je dois le reconnaître, beaucoup plus avec Super-Héros, par exemple, pour juste en citer une. Donc ça fait partie, bien évidemment, de la première attente. La deuxième attente, c'est plus vous arrivez en fait avec une ouverture sur le monde et une compréhension pragmatique du monde, plus vous êtes susceptible de nous intéresser. Si en plus vous avez des profils qui s'intéressent justement au fait de rejoindre un grand dessein commun, une grande cause commune et l'envie de bosser en équipe et de participer à quelque chose de très complexe et d'avoir en fait une empreinte positive pour qu'on ait ensuite une empreinte négative, si vous me suivez, d'un point de vue écologique, vous êtes vraiment les bienvenus. Surtout parler l'anglais au moins, soyez très internationaux, soyez courageux, ayez des valeurs en béton en matière d'honnêteté, de transparence, d'intégrité, et on commence à faire la liste de ce qui nous plaît beaucoup en termes d'accueil chez Airbus. Merci beaucoup Thierry pour cet premier échange. On a posé la question sur un court micro-trottoir à certains étudiants il y a quelques semaines. Si vous aviez une question à poser à Thierry Baril, ça serait laquelle? Je propose de voir ça et puis on en parle juste après. Et ça sera à vous de poser toutes les questions que vous souhaitez à Thierry Baril.
Bonjour Monsieur Baril, j'aurais une question. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé dans votre rôle de DRH ? Bonjour, moi ce que je voudrais savoir c'est quel est votre rapport à la protection de l'environnement ? Quel était votre plus grand défi à relever lors de votre carrière chez Airbus ? Voilà. Comment arrivez-vous à concilier un poste aussi exigeant avec votre vie personnelle ? Comment gérez-vous les périodes de doute ou de stress dans votre carrière ? Est-ce que vous avez un hobby qui permet de vous déconnecter du travail ? Parce que je pense que c'est un travail qui est très prenant. Bonjour, tout d'abord j'avais une première question. Comment vous avez fait pour devenir DRH monde de Airbus ? Et ensuite, dans un second temps, dans le contexte de la transition écologique, je voulais savoir comment vous faisiez pour vous adapter votre matériel et faire en sorte de produire des avions plus éco-responsables. Merci. Monsieur Baril, est-ce que vous êtes heureux ? On aurait dû noter là, parce que... Je les ai. Oh la vache, il y a un paquet de questions. Là. Si jamais il n'y en a pas dans la salle, je les ai. Juste avant de donner la parole à la salle, moi j'ai la question, la dernière. Est-ce que vous êtes heureux, monsieur Baril ? Oui, alors le bonheur, vous savez, est une donnée très subjective et très personnelle. Mais oui, moi, personnellement, je suis très heureux. Très heureux. Très heureux, alors je peux le raccorder peut-être à certaines des questions. Très heureux d'avoir eu, en fait, c'est une chance énorme d'avoir déjà pu faire ce métier. C'est un métier qui est très décrié. Il suffit de regarder tous les films qu'on a fait sur des DRH ou des chefs du personnel. C'est quand même jamais génial, quoi. Le placard, le machin. C'est quand même toujours les gens qui sont... Rattaché à la direction financière il y a quelques années. Exactement. Bon, c'est quand même pas... Alors, c'est aussi un combat. D'ailleurs, on s'est rencontrés avec Vincent il y a un certain nombre d'années dans un cercle de dirigeants passionnés, en fait, de l'humain et qui essayent de donner un petit peu leur lettre de noblesse à nos activités parce qu'on pense qu'elles sont importantes. Et je vois bien que tous les jours, on a une valeur ajoutée. Donc oui, je suis heureux parce que j'ai eu cette chance, me semble-t-il, de pouvoir travailler dans des très très grandes entreprises avec des projets extraordinaires, avec surtout des personnes plus qu'extraordinaires, et d'avoir pu avoir des contributions pour les aider, ces personnes, à rendre l'entreprise encore même plus extraordinaire que ça. Et ça, c'est vrai que c'est une chance et ça rend heureux tout court. Puis après, dans la vie, on est heureux si on a envie de l'être aussi, et si on le peut, parce qu'il y a des contraintes. Mais pour répondre à une autre question, par rapport au stress, et c'est vrai que c'est un métier où on encaisse beaucoup de stress, parce que l'humain nous fait encaisser beaucoup de stress. Pendant des années, mon surnom c'était Bob l'éponge, c'est comme ça que mes collègues m'appelaient, parce que j'épongeais en fait le stress des autres, leurs problèmes, et c'est vrai que c'est un truc qui est un peu évident, mais en même temps, voilà, je pense que c'est peut-être plus qu'une passion, peut-être que j'étais vraiment destiné à faire ça, j'en sais rien. Donc oui, je suis heureux, tout va bien. Et alors c'est vrai que j'aborde ma future vie aussi avec bonheur, parce que ça va être dur, je vais quitter Airbus donc dans quelques mois, après toutes ces années, et c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'il y a un attachement viscéral en fait. Et pourtant j'ai travaillé dans d'autres entreprises, mais alors Airbus c'est incroyable, on est complètement piqué, quoi. C'est une drogue dure, donc il faut que je me désaccoutume, mais je vois avec bonheur également l'avenir, parce que je vais essayer d'aller aider d'autres organisations en utilisant humblement l'expérience que j'ai pu acquérir aussi chez Airbus au cours des dernières années. Merci. Il n'y en avait pas d'autres, non ? Si, je voulais juste demander à la salle si vous avez des questions. D'accord. Est-ce que c'est toujours la première qui est toujours un peu plus compliquée à poser, mais... Ah, j'arrive. Ça peut être de l'huile de friture ou alors des carburants de synthèse, tout simplement. Donc en fait, qu'on crée et qui ont d'autres propriétés qui sont moins polluantes, tout simplement, parce que n'émettant pas en fait le même niveau de gaz carbonique. Et donc derrière, il y a de la recherche, bien évidemment, et puis il y a de la production. Et d'ailleurs, le problème d'aujourd'hui, c'est de produire des carburants SAF. Et donc l'idée, c'est qu'on peut avoir une solution à condition que le monde entier décide de mettre en place les moyens pour produire en fait ces carburants. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'à chaque fois, on a des jalons, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu, vous savez, l'histoire des véhicules électriques. On a dit, faut interdire les moteurs thermiques, tout le monde doit être en électrique, mais il n'y avait pas encore l'infrastructure. Donc elle commence à se développer. Là, c'est exactement pareil. Nous, on a juste la chance de ne pas avoir encore une régulation qui nous soit tombée dessus de cette façon, parce que là, on serait juste obligé de dire, terminé, il n'y aura plus d'avions pendant un moment. Mais il faut aussi avoir les infrastructures dans les aéroports, notamment, pour pouvoir en fait tout simplement alimenter les avions, les refueler avec ce type de carburant, ce qui aujourd'hui se fait de manière un peu artisanale. En tous les cas, aujourd'hui, on teste les avions avec ça et ça marche très très bien.
Et on pense pouvoir faire voler les avions uniquement avec ce type de carburant déjà en 2030. Voilà. Donc 5 ans pour le rendre possible. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, Martin Jutel pour 2003. Avec Airbus, vous soutenez un projet que je trouve personnellement très vertueux. En fait, vous donnez des chutes de carbone qui sont non utilisables chez vous pour la construction d'un bateau pour le prochain Vendée Globe. Par Maîtrise, bon, c'est d'actualité aujourd'hui. C'est très d'actualité. En avion, on les a vus quasiment arriver, enfin le premier. Et je voulais savoir si c'est des projets, l'interaction d'Airbus vis-à-vis d'autres sociétés, sur notamment la notion de recyclage, de ne pas jeter en fait. Quelle philosophie vous avez par rapport à ça? Merci, parce que c'est très important, parce que tout le monde parle souvent du CO2 et pas du reste. Et alors c'est énorme le reste. Et le recyclage, pour nous, c'est un autre sujet primordial. Donc on fait tout, ça serait trop présomptueux et malhonnête de dire qu'on peut recycler 100%, c'est pas vrai. Mais on voit bien qu'on peut recycler de plus en plus nos composants. Avec différentes façons de recycler. D'abord, aujourd'hui, on a des entreprises dans lesquelles nous sommes actionnaires, par exemple Tarmac, si ça vous parle. Pour les gens du Sud-Est, peut-être que vous avez déjà même vu l'installation de Tarmac, qui sont des entreprises de démantèlement d'avions, qui permettent non seulement de démanteler les avions qui partent au cimetière, mais de réutiliser un certain nombre de composants qui sont réutilisables et de recycler d'autres composants. Quand on n'a pas toujours les filières, et on lance, ça me fait plaisir que vous parliez de ça, parce que c'est peu connu, on lance d'autres types d'initiatives, alors qui sont des initiatives un peu plus perso, mais vous allez peut-être recevoir bientôt votre carte d'abonné à une compagnie aérienne, vous allez voir que c'est un morceau de titane d'A350, par exemple. Donc on essaye d'avoir ce genre de contributions, alors qu'ils ne sont pas lucratives du tout, mais qui sont dans l'esprit de se dire, puisqu'il y a des choses qui peuvent se recycler complètement de manière industrielle, d'autres peut-être un peu moins, comment est-ce qu'on a une réutilisation du composant, tout simplement en l'offrant et en lui permettant d'avoir une autre vie qui soit une vie plus sociétale. Il y a ça. Vous avez cité le carbone, parce qu'on a de plus en plus de carbone. Un A350, c'est 50% de matériaux carbone quand même. Et on peut faire beaucoup de choses en recyclage du carbone, mais on parle beaucoup de titane nous, dans nos activités. On ne peut pas toujours recycler le titane dans nos avions, mais on peut le recycler pour nos activités. Et pour nous, c'est devenu un autre chantier prioritaire dans lequel, en fait, on implique beaucoup de personnes dans l'entreprise et beaucoup de sous-traitants et beaucoup d'associations et ainsi de suite. Donc il y a tout un écosystème qui se crée autour de ça. Donc merci. Alors ça y est, ça commence. Ah super, super. Je vais essayer de retenir. Vous êtes très sensible à l'entreprise éco-responsable, c'est bien. Ah, complètement, on parlait tout à l'heure des fuels sustainable, mais c'est exactement la même chose le jour où on aura confirmé, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas confirmé, le jour où on aura confirmé que l'hydrogène est vraiment la bonne solution, quelle que soit son utilisation, ce sont des gigafactories qu'il faut prévoir, d'où 2050. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la technologie d'un avion, c'est tout ce qui va aller autour. Et ça, c'est aussi une méga production. Après, vous savez qu'avec l'hydrogène, vous pouvez fabriquer beaucoup d'autres énergies. Donc en fait, il y a une base. Pareil, vous mettez une turbine à gaz, vous pouvez déjà faire pas mal de trucs. Mais une turbine à gaz va aussi produire des émissions que vous ne souhaitez peut-être pas. Donc il faut trouver, si vous voulez, les bons niveaux pour petit à petit arriver à un monde qui aura cette capacité en fait, de production qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. C'est pour ça que quand on nous dit faites-le, oui, avec plaisir, mais sauf qu'on ne sait pas. C'est là qu'il faut qu'on soit tous très humbles. Ou alors il faut dire, non, on arrête parce qu'on ne sait pas le faire. Tous ensemble, quels que soient, j'allais dire, les scientifiques sur Terre, aujourd'hui, on ne maîtrise pas totalement et on maîtrise des briques de plus en plus, chaque temps. Après, une fois qu'on a maîtrisé les briques, c'est comment est-ce qu'on crée l'espace industriel qui va autour. Et donc, vous avez tout à fait raison, c'est l'autre enjeu qui est énorme. Mais bon, comme il y a 100 ans, quand on a décidé de faire des voitures thermiques et qu'il a fallu mettre des pompes à essence partout et des raffineries, il n'y a pas eu des trucs sympas quand même. Donc il faut essayer de faire un peu mieux. Et ensuite, on peut capter du CO2, on peut aussi avoir un autre type de fonctionnement, de récupération de CO2. Bon, il ne faut pas uniquement penser à ce qu'on émet, on peut aussi penser à ce qu'on récupère, par exemple. Après, je ne suis pas le plus grand technologiste sur le sujet, mais...
En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de difficulté profonde. Il y a des situations, par contre, dans lesquelles un certain nombre de personnes, même bien formées, même bien préparées, peuvent peut-être se retrouver parfois en difficulté. Je vais vous expliquer pourquoi je vous réponds ça. Un des sujets aujourd'hui, c'est qu'au fur et à mesure qu'on développe nos leaders et qu'on essaye d'avoir des gens qui soient inspirants, qui donnent de la direction, parce que je vous disais tout à l'heure, qui galvanisent, qui puissent donner une responsabilité globale, prendre la responsabilité globale, etc. Voilà, c'est du blabla. Derrière, il y a des techniques, j'allais dire, qui passent par la façon, je vais vous citer, je vais prendre un exemple, faire du feedback, ce sont des techniques. Et c'est pas quelque chose qui peut toujours s'improviser. Parce que pour dire à quelqu'un, super, c'était génial cette année, tu as vachement bien performé, je vais te filer un bonus de 200%, ça c'est facile. Relativement simple. En principe, d'ailleurs, tout le monde se rue pour pouvoir donner l'information. Je suis désolé, cette année a été un petit peu plus compliquée et force est de constater que la performance n'est pas au rendez-vous. Vous voyez, déjà, il y a une façon d'avoir un peu d'empathie. Si vous avez la même personne qui dit, bon, franchement, tu as été vraiment nul et tu as complètement foutu l'équipe en vrac avec ton manque de performance et ça n'en restera pas là, c'est pas un bon départ. Bon, ce sont des techniques qui s'apprennent. Nous, c'est notre métier. Et donc, on a tendance toujours à dire, bon, je ne vais pas m'emmerder avec ça, je vais demander à mon HR de le faire. Nous, notre objectif, c'est de faire que nos managers prennent cette responsabilité. Moi, j'ai tous les jours des cas où, à un moment donné, pour plein de raisons, même si la personne est super, il n'y a pas le fit, ça ne le fait pas. Ça le fait pas. Il faut l'expliquer à une personne. En principe, ils sont brutaux, ou alors surtout, ils ne le font pas. Et donc, ou alors, ils ont tourné autour du truc. Par exemple, ils vont vous dire, oui, c'est pas tout à fait ça, mais peut-être que tu pourrais réfléchir à une autre façon de le faire. Super, ça aide vachement. Et moi, je récupère la personne en lui disant, bon, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est que tu incarnes pas le rôle, c'est un feedback, c'est bienveillant, et comment est-ce qu'on peut, ensemble, essayer de voir ce que tu pourrais faire pour incarner davantage, en fait, ton rôle. Je vous le fais en mode raccourci, hein, mais en fait, c'est ça. Et ça s'apprend, vous voyez, ce genre de technique. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire dans la Leadership University. Maintenant, le monde nous amène à avoir de plus en plus d'agressions. Parfois, d'ailleurs, justifiées. C'est-à-dire que j'imagine que vous êtes tous au courant de tous les programmes d'intégrité qui existent dans le monde de l'entreprise. Où aujourd'hui, avec des open line, vous avez de plus en plus de managers qui peuvent faire l'objet d'allégations. Parce que des salariés vont prendre le téléphone, vont appeler une open line, peuvent le faire de manière anonyme et vont dire « Mon manager... » Et ça, c'est un sujet sur lequel tous les managers et les leaders ne sont pas préparés, obligatoirement. Et je sens bien qu'il y a beaucoup de managers qui commencent à prendre des distances de plus en plus quand il s'agit de faire un feedback à quelqu'un sur son niveau d'absentéisme, sur sa performance, parce qu'ils n'ont qu'une peur, c'est d'avoir en fait une allégation qui passe par un coup de fil anonyme. Avec tout ce que ça peut vouloir dire de manière réputationnelle, puisque même si vous faites tout pour protéger la personne qui fait l'objet d'une allégation, le monde de l'humain étant ce qu'il est, ça peut filtrer malheureusement et ça peut faire des dégâts énormes. Vous voyez, ça c'est le genre de choses qui font peur aux gens. Et nous, notre boulot, c'est d'essayer non seulement d'assurer que tous ces programmes d'intégrité soient faits professionnellement, c'est-à-dire grosso modo, s'il y a vraiment un problème, bah oui, on en parle et on essaye d'améliorer la situation, parce que souvent, d'ailleurs, c'est pas du harcèlement, c'est plutôt un mauvais leadership, c'est un leadership inapproprié, donc ça s'améliore. Après, quand il y a harcèlement, ça devient plus sérieux, et là, il faut essayer de comprendre. Mais vous voyez, sur à peu près sur des centaines d'allégations qu'on peut avoir dans une année, on arrive à substanter à peu près 35% des allégations. Ça veut dire qu'il y en a 65% qui ne sont pas substantées. Donc, qui sont des impressions, qui sont une perception, qui sont un candidaton, qui sont une rumeur, qui sont de la balance. Voilà. Et ça, il faut pouvoir le gérer. Parce que si on ne le gère pas, on génère pour un certain nombre de managers cette envie de prendre de la distance par rapport à la responsabilité managériale. Et je ne sais pas si vous avez vu cette étude en France récente qui montre que alors vous allez me le confirmer, mais sur des étudiants qui sortent de grandes écoles, il y a maintenant plus de 5 ou 6 étudiants sur 10 qui n'ont plus envie de remplir des rôles managériaux parce que c'est compliqué, parce que c'est risqué. Donc on revient au courage managérial qu'on évoquait tout à l'heure. Donc nous, c'est ça qu'on fait à la Leadership University. On met beaucoup de soft, parce qu'on parle beaucoup de l'impact que l'on a en créant un environnement qui soit un environnement positif, responsable, humain, toujours humain. Ça veut dire quoi d'être humain?
C'est juste des valeurs, hein, c'est juste une façon de se comporter. Mais après, c'est aussi mon impact avec mon équipe sur l'entreprise, mon impact de moi-même, comment je me remets en question. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup investi là-dessus, mais on est obligé de revenir à des basiques de management en ce moment, parce qu'on observe en fait cette évolution qui n'est pas une évolution positive. Bonjour. Les deux, mon général, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le sens en fait, l'adhésion. Il y a la passion, certes, mais il faut aussi adhérer au projet de l'entreprise. On a cette chance chez Airbus d'avoir des partenaires sociaux, mais on a ceux que l'on mérite aussi peut-être, qui sont extrêmement constructifs. Et si vous avez entendu ça dans les années 80, normalement, vous devriez l'entendre en 2025 encore. Et parce qu'on a, c'est vrai, développé un mode de dialogue social qui est, comme d'habitude, toujours basé sur le respect humain. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne va pas se colter, on le fait. Mais c'est quand même extrêmement positif, extrêmement responsable. Normalement, vous entendez assez peu parler de nous lorsqu'il s'agit de grandes luttes syndicales. C'est pas trop le style de la maison. Bonjour. Bonjour. Je suis Anna Geoffroy, je suis DRH Société Richemont en Russie, en Ukraine. Bonjour, chère consoeur. Alors moi, je suis arrivée en France il y a 2 ans et je suis absolument impressionnée, vous l'avez bien dit, sur l'image de DRH en France. On parle souvent de chef de personnel. Et pourtant, en même temps, dans les médias, partout, toutes les conférences, vous l'avez très bien évoqué aussi, de ce courage managérial, de bonheur au travail, de développement des compétences, de bien-être, développement des personnes et de la formation qui est très importante. Alors, je ne comprends pas. Enfin, voilà, c'est pour moi, pour étrangère, c'est un vrai sujet. Quand on arrive et partout on passe des entretiens et on voit, oui, on vous demande la connaissance de la législation, les relations sociales et tout le reste, c'est pas très important. Pourtant, quand on voit ce qui se passe en France, c'est vraiment une très importante nécessité. Toutes les soft skills et toutes les compétences dont on a besoin de développer. Alors, c'est vrai qu'en Russie, j'ai eu la chance, ma chance de travailler beaucoup sur le développement des gens. Et je pense que c'est vraiment le fond de notre métier. Mais comment ça se fait? Voilà, je ne sais pas. C'est sans doute notre héritage militaro-juriste qui est devenu jaloux de ce que nous avions été capables de faire. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est assez caractéristique. Alors, ce n'est pas simplement en France. Parce que vous savez, en Allemagne, où on est très présent, le personnel référent, il n'est pas obligatoirement super reconnu non plus. On a souvent été vu comme une variable d'ajustement et un mal nécessaire, en fait, dans l'entreprise. Et c'est un combat pour nous. Et ce n'est pas simplement par fierté. C'est parce qu'on essaye de montrer le niveau d'impact et la valeur ajoutée. Donc, alors, par contre, c'est là que je vais peut-être challenger ce que vous avez dit, c'est que tant qu'on était uniquement qu'intéressé par le sujet de la relation sociale, on pouvait être critiqué. C'est plus le cas aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a pris tellement notre place comme business player, et je dis même plus, moi, business partner, c'est business player, parce que je vois l'implication qu'on a et l'impact qu'on a aussi dans la valeur, tout simplement, de l'entreprise. Je reprends Airbus. Si demain, nous, on se plante sur tous nos modèles de développement de compétences, Airbus se plantera, comme d'autres entreprises se sont plantées, et je cite personne. Et donc, c'est très, très important, c'est extrêmement stratégique. Mais il y a des entreprises industrielles, hors de notre corporation, qui, à un moment donné, ont considéré que ce n'était pas obligatoirement la priorité, et qui se sont franchement, vraiment profondément plantées. Je pense à une entreprise comme Alcatel, que je connais, dans laquelle j'ai travaillé, par exemple. Et donc, ce sont des choses qui sont pour moi absolument stratégiques, indispensables. Et je pense que nous sommes sans doute dans l'entreprise ceux qui sommes les plus affûtés finalement sur ces sujets, parce qu'on a la vision globale. Voilà. Un exemple. Bonjour. Bonjour. Je suis Christian, et je voudrais savoir, selon votre avis et votre expérience, comment générer un engagement vers l'objectif de chaque projet au sein des équipes des RH différentes et nationalités différentes, s'il vous plaît. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris toute la question. Vous le prenez pas mal. Mais vous disiez, au niveau DRH, c'est ça, avec différentes nationalités? Ah, différentes âges, d'accord. Ah, ça fait partie des autres valeurs ajoutées dont on parle assez peu. C'est comment vous faites bosser 5 générations dans une même entreprise. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que on n'a pas tous la même approche, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous le même passif, passé, actif, on n'a pas tous la même appréhension du digital, etc. Eh bien, c'est tous les jours d'essayer, dans tous les programmes et les projets que vous menez, d'assurer le maximum d'intégration de ces personnes pour que dans des équipes,
je parlais d'entraide, je parlais de co-création, je parlais du bien vivre ensemble, ça devienne un élément permanent. Et je citais pendant le déjeuner rapide qu'on avait, l'Airbus que j'avais connu il y a 20 ans, en y arrivant, où bon, le Toulousain, il n'avait pas trop envie de bosser avec d'autres gens qui n'étaient pas Toulousains. Quand même, c'est difficile. Et finalement, aujourd'hui, quand je vois le nombre de nationalités, les équipes multiculturelles et multinationalités, plus personne ne se pose la question. Mais vous voyez, ça a été un long travail où on a forcé. En fait, on a forcé l'intégration. On a forcé le fait qu'il y ait des différences d'origine culturelle, sociale, de nationalité, de genre. Nous, chez nous, on se bat encore pour avoir beaucoup de femmes. Et c'est un combat de tous les jours. Et si vous lâchez, paf, le truc tombe. Donc c'est vraiment un effort permanent. Je parlais de comique de répétition. Et donc c'est dans la façon de travailler, c'est dans la façon de communiquer, c'est dans la façon de reconnaître. C'est pas obligatoirement faire que de pousser une forme de discrimination positive. C'est tout simplement de faire la démonstration que c'est possible. Mais pour que ça soit possible, il faut accepter que ça prenne du temps. Voilà. Mais plusieurs générations, c'est chaud. En ce moment, je trouve que c'est un peu plus chaud. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, les carrières sont de plus en plus longues aussi. Hein. Il y a une question d'abord. Bonjour. Bonjour. Guillaume de Saint, je dirige une start-up, une technologie au sud de Londres, on fabrique aussi des vols, des drones notamment. Très bien. Vous avez été une start-up, vous avez grandi. Nous aussi, on s'appelle à grandir, et on espère avoir le discours. Et pour acheter d'ici une vingtaine d'années, pour 2050. Plus sérieusement, est-ce qu'il y a des valeurs culturelles qui ont survécu de votre start-up aujourd'hui chez Airbus? Oui, ce côté pionnier dont je parlais tout à l'heure, mais qu'on doit en permanence en fait alimenter, mais c'est cet esprit pionnier, de toujours vouloir aller plus loin, vous voyez, de toujours vouloir se dépasser, de considérer que justement la physique n'a peut-être pas de limites, il faut juste découvrir en fait les limites. Et ça, c'est un élément culturel extrêmement important qu'on essaye de maintenir. Après, il y en a d'autres. Hein, je parlais de safety. La notion de sécurité du vol, la notion de sécurité humaine, c'est quelque chose qui existe depuis la petite entreprise jusqu'à maintenant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir conserver. Et le reste, on l'a rajouté. Au début, c'était une bande de pionniers qui avait une vision, en fait, qui a créé Airbus. C'était vachement gonflé. Et ils l'ont fait. Et en fait, c'était un exploit et c'était des pionniers. Et c'était des gens qui prenaient des risques. Aujourd'hui, on prend beaucoup moins de risques. Donc, comment est-ce qu'on est capable d'être pionnier en prenant moins de risques? Parce que le monde étant de plus en plus complexe, on ne peut pas prendre des risques que nos pionniers ont pris il y a 50 ans, vous voyez. Et c'est ça l'adaptation. Dans les startups, vous pouvez encore en prendre. Mais au fur et à mesure que vous allez monter votre niveau d'activité, vous allez voir que prendre un risque a d'autres impacts. Et ça va vous calmer, normalement. Et vous allez voir, comme Google, vous allez commencer en start-up, parce que je vous le souhaite, et un jour, vous serez Mountain Valley, et vous serez une boîte aussi complexe que la nôtre. Ça veut dire qu'en attendant, vous avez encore besoin de start-up. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, soit vous, autour de nous, soit celles qu'on a en interne. Parce qu'on a plein d'initiatives, en fait. Quand je parlais de démonstrateurs, on les gère en start-up, en fait. Donc on a d'ailleurs une société qui est une start-up interne, qui s'appelle UpNext, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et on gère différents démonstrateurs, et en fait on est complètement sorti même du mode de fonctionnement d'Airbus, y compris d'un point de vue HR, pour avoir en fait quelque chose qui ressemble étrangement à sans doute ce que vous avez en termes de mode de fonctionnement le plus agile, le plus rapide possible. Même si je puis me permettre, un truc qui me trouble quand même, c'est qu'au fur et à mesure qu'on passe les crises, je trouve que les grands groupes passent plus les crises que les petits groupes en matière d'agilité finalement. Parce que nous aussi, on s'est remis en question, quoi. Les gros bousins que nous étions, on s'est complètement remis en question. Donc on a mis beaucoup d'agilité qu'on a appris, en fait, qu'on a sans doute réappris, vous voyez, auprès d'entreprises comme les vôtres, quoi. Et c'est bien, parce que ça a été le retour, vous voyez, de ce que l'on peut apprendre aussi d'un monde plus entrepreneur. Parce qu'on crée beaucoup d'entrepreneuriat interne, en fait. Il y a une question par ici. Bonjour, je m'appelle David Cordio. Je travaille chez un équipementier automobile. Et j'observe aujourd'hui qu'on a de plus en plus d'individualités qui sont poussées notamment par les réseaux sociaux. Et ma question, c'est d'après vous, est-ce que les entreprises doivent s'adapter et proposer des organisations qui tiennent en compte de ces individualités? Ou est-ce que votre conseil, c'est de nous dire, dans toutes nos entreprises, on ne doit pas lâcher, on doit former nos collaborateurs à travailler ensemble et du coup, il faut les obliger parce que sinon, on n'arrivera pas à un but commun? Alors, je
je peux vous répondre pour nous. Moi, j'ai décidé de ne pas lâcher. Et c'est vrai que dans notre stratégie RH et dans notre politique dite people, prenez le sujet, par exemple, du télétravail, on a décidé de ne pas lâcher. Moi, j'ai le souvenir, en sortir de la pandémie, où on a dû tous s'adapter. Par contre, ce qu'on ignore, c'est que même une entreprise comme la nôtre, qui a eu un trou d'activité de 40% en quelques jours, quand tout a été déclenché, on n'est pas resté chez nous. On a travaillé, sinon aujourd'hui Airbus n'existerait plus au passage. Et donc le message de rester chez vous, connectez-vous, il est resté ensuite quelque part dans cet inconscient collectif. Nous, on a décidé de ne pas lâcher. Et donc on a bien sûr des modes de travail hybrides. Et je me rappelais, au sortir de la pandémie, de la discussion que j'avais avec la patronne de tout ce qui est digital chez nous, et qui me disait, chez moi, au niveau digital, si tu n'acceptes pas le full remote, donc du travail à distance permanent, on ne sera pas attractif, on n'arrivera pas à attirer, ils ne viendront pas. Et ceux qui sont chez nous s'en iront. Et en fait, 3-4 ans plus tard, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Ça veut dire qu'on a réussi en fait, à vendre autre chose, à proposer autre chose. Donc les gens peuvent faire effectivement un peu de mode hybride, mais ce n'est pas du full-time, et ce n'est pas chacun open bar dans son coin de manière individualisée. Parce qu'on a essayé tout simplement de leur donner des projets, de les challenger. Et une fois qu'ils avaient bien réussi le projet, de passer sur un autre projet, donc d'être dans une dynamique. De ce point de vue-là, la mobilité est très importante, parce que c'est l'avantage des grands groupes, c'est qu'on peut proposer immédiatement d'autres types de missions et rendre le truc un petit peu intéressant. Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Sinon, c'est le début de la fin, mais c'est ma conviction personnelle. Ouais. Merci Thierry. Une dernière question qui a été posée par vos étudiants tout à l'heure. Ouais. Comment on gère les périodes de doute et de stress avec un tel poste? À titre personnel, c'est basé aussi peut-être sur l'expérience. C'est-à-dire au fur et à mesure des années, on sait que de toute façon, il y a un vieil adage qui était apparu dans un film, je crois que c'était Le Moine tibétain, qui disait si tu as un problème et qu'il y a une solution, ça ne sert à rien de t'inquiéter, et si tu as un problème et qu'il n'y a pas de solution, de toute façon, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Donc voilà, tu vas faire avec, tu vas trouver d'autres solutions. Mais je pense qu'au fur et à mesure de l'expérience, et aussi c'est ça que des équipes peuvent regarder, c'est le niveau de rock que vous êtes. Pour peu que vous soyez rock'n'roll, en plus c'est encore mieux, mais c'est le niveau de rock. Et c'est vrai que c'est aussi ça d'être un ou une leader. C'est cette capacité de force qui fait que devant des situations compliquées, on ne doit pas être les premiers à paniquer. Il faut être posé. Ça ne veut pas dire qu'on prend son temps et on procrastine, pas du tout. On peut être dans l'action, mais il faut essayer de prendre ce niveau de stress pour soi-même et éviter de le réexporter aux autres. Et surtout essayer de tirer les gens en fait, vers le haut dans ce type de situation. Et l'expérience montre que devant tout problème, on trouvera une solution. Et si on a été honnête, si on a été intègre, si finalement on se rend compte qu'il y a un problème et on en parle, plutôt que le planquer, parce que ça peut être catastrophique dans nos métiers, encore une fois, imaginez un problème de safety potentiel qui n'est pas mis sur la table, ça peut se traduire par une catastrophe derrière. Donc ça fait partie aussi de ce qu'un ou une leader peut faire, c'est créer les conditions pour que le stress soit géré et puis qu'on soit plusieurs en fait à le partager. Et puis quand on est plusieurs, on se sent moins seul et puis finalement on le gère bien, non? Finalement on gère bien. Merci beaucoup Thierry. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Merci à tous pour votre présence, pour vos questions. Merci à deux personnes aussi en coulisses qui ont œuvré à cette table ronde et à cet échange avec Thierry, à savoir Mariana côté Airbus et Marion côté Audencia. Merci à toutes les deux parce que voilà, ça a été un panier un peu serré. Et un immense merci, cher Thierry, parce que moi je me rappellerai toujours de notre première rencontre. Toi tu t'en rappelles peut-être pas, mais moi je me rappelle parce que j'étais jeune diplômé, je commençais ma vie professionnelle. Et j'ai eu la joie de t'accueillir un jour sur une table ronde organisée dans un média. Et c'était Aix-en-Provence. Ouais, et depuis ce jour-là, ça fait des années. Ça fait quelques temps maintenant, oui. On ne s'est pas trop quitté. Et à chaque fois, tu as répondu présent. Et donc, un grand merci pour ça. Un grand merci pour ton temps, parce que je sais qu'il est précieux. Il a toujours été précieux. Donc, merci pour ton temps que tu nous accordes aujourd'hui. Et voilà, et rendez-vous pour la prochaine conférence. Dans quelques temps, vous saurez quel sera notre prochain invité. Ça aura lieu a priori au courant mars. On attend encore les plannings pour voir comment on positionne ça. Donc en tout cas, merci à tous encore de votre présence et bonne après-midi, bonne journée. Et à bientôt. Merci beaucoup. Et merci de votre accueil. Merci.